je ne vais pas vraiment parler de Sensorica, juste brièvement. Je me considère aussi designer d'organisation. Donc, c'est ce que je design, des organisations. Mais comme vous allez le voir, monsieur l'artiste, la qualité esthétique de ma présentation, vraiment, c'est tout. Alors, s'il vous plaît, ne jugez pas là-dessus. Mise en contexte, je suis un membre fondateur de Sensorica. Finalement, si vous entrez dans l'espace physique de Sensorica, ça lève un fardeau ou d'un makerspace. Qu'est-ce que c'est Sensorica? C'est un réseau ouvert de valeurs. Alors, je n'ai pas dit une corporation, je n'ai pas dit une coop. C'est une nouvelle forme d'organisation, c'est ce qu'on design. Composé des individus à compétences multiples, et nous sommes aussi affiliés à des laboratoires académiques, des petites entreprises, et on collabore ensemble pour le design et la production des capteurs et des systèmes intelligents. Donc voilà ce qu'on fait. Ce que j'ai oublié, ce qui est très important, c'est de l'open source. Alors, Sensorica se bâtit vraiment sur l'open source. Elle emprunte des formes d'organisation des communautés open source. Et elle hérite aussi les caractéristiques de ces organisations-là, comme par exemple la transparence, qui veut dire l'accès à l'information, l'ouverture, l'accès aux activités, la décentralisation, qui veut dire la distribution des ressources, et aussi cette caractéristique d'être horizontale par rapport à l'accès à la gouvernance. Donc, il faut aussi dire que ces quatre caractéristiques-là, ça ne nous arrive pas d'un besoin idéologique, ce sont des caractéristiques organisationnelles qui nous sont d'une certaine manière imposées par le médium qu'on utilise pour faire de la co-création. Alors, si ces organisations open source-là, elles ont ces caractéristiques-là organisationnelles, c'est parce que ce sont des caractéristiques émergentes. Ce n'est pas une question de philosophie, ce n'est pas une question d'idéologie. C'est vraiment quelque chose qui nous est donné par ce nouveau milieu. Et je vais me concentrer ici sur la gouvernance. Okay? Donc, cette forme de gouvernance totalement horizontale, no boss, no chaos. Et donc, je pensais que c'était un bon sujet pour aujourd'hui parce qu'on parle de la démocratie. Alors, on amène la démocratie au travail. Dans le milieu du travail, on parle aussi du design d'organisation. Alors, on l'apprend à l'école, s'il n'y a pas de boss, c'est le chaos, c'est ce qu'on nous dit souvent. Et quand je présente notre travail, quand je présente notre organisation Sensorica, on nous dit souvent ça. Mais s'il n'y a pas de boss, c'est le chaos. Comment est-ce que vous faites pour arriver à designer des produits, puis à livrer la marchandise autant voulu avec le niveau de qualité voulu. Mais il faut se reculer un peu puis aller à la base de ce que les gens veulent dire finalement. Ce qui est derrière ça, c'est la nécessité d'avoir des processus qui sont déterministes. Alors, là, je vous mets un schéma que j'ai fait vite ce matin d'un processus de design d'un certain produit open source. Alors, on passe de l'idée au design, au prototype, au produit, au marché, avec tous ces boucles de rétroaction qu'on peut trouver là-dedans. Et donc, la nécessité, c'est de pouvoir livrer au temps T avec une qualité voulue. Et voilà, donc on doit rendre ce processus déterministe. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans le cas classique? Dans le cas classique, on emploie des gens et on les assigne des tâches. Alors, la manière qu'on le fait dans les entreprises classiques, c'est qu'on couvre le champ de compétences avec un minimum de personnes. Donc, on est dans la logique de ce que j'appelle la courbe normale. Alors, on a la plupart des individus qui vont nous donner énormément de la valeur. Il y en a très peu qui vont donner moins de valeur parce qu'ils vont se faire dehors. Il y en a très peu qui vont en donner plus qu'on se leur demande parce qu'ils n'ont pas d'intérêt. Et donc, chaque tâche est occupée par un seul individu. Alors, qu'est-ce qui se passe si cet individu-là, c'est un talent? Qu'est-ce qui se passe s'il ne veut pas collaborer à la tâche?
Alors, dans ce milieu d'entreprise classique où chaque tâche, où chaque champ de compétences est monopolisé par une personne, pas à la structure même, la seule façon de pouvoir assurer un déterminisme au processus économique, c'est finalement de mettre en place une structure qui est basée sur des relations de pouvoir et y donner des mécanismes de coercition. Alors c'est de cette façon-là qu'on arrive à obliger cette personne-là de faire la tâche. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant en mode open source? Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que les communautés open source règlent ce problème-là alors qu'ils ont une gouvernance horizontale? Donc, le secret ici, c'est de mettre de la redondance dans le système. Alors, il faut comprendre que de plus en plus aujourd'hui, on peut virtualiser des tâches. Quand on fait du design d'un nouveau produit, que ce soit le design mécanique, que ce soit le design électronique, on utilise des ordinateurs, des logiciels, on crée un modèle virtuel qu'on peut partager sur Internet. Donc, n'importe qui sur cette planète-là, il peut contribuer à cette tâche de design. Donc, ça nous permet de rajouter de la redondance dans le système, ce qui se passe. Et donc, on est dans ce que j'appelle le mode de production long terme, où on a un plus petit nombre d'individus qui créent énormément de valeur, mais la plupart de la valeur qui est générée, elle est créée par un très grand nombre d'individus qui, eux, ils prennent des petites tâches une fois de temps en temps. Alors voilà, c'est un changement de paradigme total de la manière que nous créons ou que nous co-créons. On passe de la courbe normale, qui a été un modèle qui a été créé dans un environnement où l'être humain, on peut le trouver seulement dans son environnement physique, donc il s'agit des compétences qui sont rares. On passe à un mode d'abondance de compétences et de ressources humaines parce qu'on peut trouver des gens sur toute la planète. Il y a 7 millions de personnes à l'autre bout du doigt. Donc on peut passer à ce mode d'abondance et donc toute la structure organisationnelle, elle change du mode de la courbe normale au mode long terme. Et donc voilà, donc s'il y a quelqu'un parmi eux qui est talent, alors cette personne-là, elle va pouvoir, avec une très grande probabilité, en fonction du nombre de personnes qui peuvent prendre ces tâches-là, elle va pouvoir être remplacée par quelqu'un d'autre. Donc ça réduit le besoin d'une gouvernance lourde, parce qu'on n'a pas besoin à obliger les gens à faire quoi que ce soit, ni en exerçant notre pouvoir en tant que boss, et aussi ni en exerçant un pouvoir de coercition pair à pair, c'est-à-dire avoir des mécanismes démocratiques où tout le monde se met contre quelqu'un parce qu'il ne veut pas faire la tâche. Et donc à ça, on peut rajouter aussi d'autres systèmes, comme des systèmes de rôle ou des systèmes de réputation. Finalement, s'il y a 100 personnes qui veulent faire la même tâche, on peut appliquer des filtres en disant wow, peut-être que celui-là qui a la plus grande réputation et qui a fait cette tâche-là dans le passé de manière répétitive, donc c'est considéré comme un expert par ses pairs, mais c'est eux qui ont la priorité pour la faire. Et voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à vous dire, c'est un peu démystifier ça. Je vous le fais dire tout le temps, s'il n'y a pas de boss dans Sensorica, comment est-ce que vous faites pour avancer les choses? Mais je pense qu'un des secrets, c'est de rajouter de la redondance dans les processus économiques.